Deux invités ce matin, Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès, et Sébastien Périmoni, qui s'occupe à Solidarité et Progrès, justement, des questions Afrique. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est samedi. Les Gilets jaunes, bien sûr, au menu de nos entretiens. La grogne des Gilets jaunes est toujours là. Et les esprits sont toujours échauffés. Je ne sais pas si ça vous surprend, et l'un et l'autre qui avaient été sur le terrain. Moi, pas du tout, parce que dès 2009, j'avais écrit un texte à la colère qui vient, et ça grondait. Ce qui me surprend, c'est que ce soit venu si tard. Parce qu'on est dans un pays où les élites, comme l'a dit Guy Huy, mais c'était pas le seul, ont fait sécession. C'est-à-dire qu'elles sont d'un côté, avec leurs avantages, leurs privilèges, et de l'autre côté, il y a le peuple. Et alors, le peuple, c'était un peuple assez soumis, assez intégré jusqu'à maintenant, puis il voit une série de problèmes. Et à un certain moment, ce problème, c'est les fameux 80 km/h, c'est le transport. Donc c'est ça l'étincelle, mais c'est qu'une toute petite chose en surface. C'est comme la barbaque pourrie dans le cuirassé Potemkin, dans le fameux film. La révolte éclate parce qu'on a servi une viande pourrie, qui est une question assez secondaire, mais qui crée le centre, le lieu où ça se passe. Puis, tout ça a évolué. Et c'est passé pouvoir d'achat. Il réclame un pouvoir d'achat. Puis aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, parce qu'à force de se voir, c'est des gens qui sortaient pour beaucoup pas de chez eux. Ils se voient dans les ronds-points, ils se parlent, donc ils se découvrent. Et tous, je dirais, voient ce que moi j'ai appelé que l'argent roi est nu. C'est comme dans l'histoire d'Andersen, le roi est nu, tous ils disent, mais toi tu penses que le roi est nu? Oui, je pense que le roi est nu. L'argent roi est nu, oui. Macron nous opprime, oui, c'est vrai, ah bon, on est d'accord. Et de ces gens-là, il y a une éducation mutuelle qui se fait. Ils se renseignent, ils s'éduquent, ils s'informent, et ils connaissent des choses. Alors évidemment, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux, donc ça crée un tout qui est à la fois dispersé, parce qu'il y a des sensibilités très différentes, ça va de gens qui ont voté à peu près de toutes les façons, mais pour qui être ensemble, c'est quelque chose de plus. Alors, Rosa Luxembourg, en son temps, appelait ça un ferment de grève de masse. Et il faut voir, pensez pas à la grève habituelle, un ferment. C'est-à-dire, ça bouillonne, c'est là, et ça demande quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est que des gens s'efforcent d'être des accoucheurs de ce quelque chose et les aident à voir ce qui les opprime et ce qui les exclut. Tout simplement. Sébastien Périmoni, vous qui avez été sur le terrain, vous pensez comme Jacques Cheminade? Je pense exactement comme Jacques Cheminade et je dirais plus, tiens, ce qui est frappant, puisque j'ai parcouru la Seine-Maritime et les Hauts-de-France, donc Le Havre, Rouen, Dieppe, Abbeville dans la Somme, Beauvais, Cambrai, Douai, ce qui est très frappant, c'est la misère qui règne dans ce pays, la misère qui a été jusqu'à présent quasi invisible. Et aujourd'hui que les gens expriment, et quand on est sur les ronds-points, on voit des retraités, on voit des ouvriers qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est vrai que la question des fins de mois est devenue essentielle. Et qui a été et la deuxième chose aussi qui est très importante dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est leur détermination. Aujourd'hui, il y a une forte détermination, non pas simplement à avoir un peu plus d'argent, il y a une forte détermination à changer le système. Et il y a une compréhension très profonde dans la population, comme disait Monsieur Cheminade, que c'est le système qu'il faut changer. Et on a des discussions sur les ronds-points. Si je prends l'exemple de la Picardie d'où je viens, des membres de ma famille qui sont devenus gilets jaunes, vous voyez, qui me posent des milliers de questions sur la finance, sur le système bancaire, sur tous les sujets que M. Cheminade avait amenés dans la présidentielle et dont les gens ne discutaient pas avant. La question de la dette, la question du contrôle de la création monétaire, la question de la fameuse loi 73, tous ces sujets sont débattus sur les ronds-points par des ouvriers, des personnes âgées, des retraités, des femmes seules. Donc il y a à la fois un ferment de grève de masse déterminé, et aussi un ferment d'éducation mutuelle très ancré aujourd'hui qui, à mon avis, qui va avoir du mal à reculer face aux petites mesures, aux grands débats que propose le président actuel. Alors, vous avez tous les deux parlé du déclencheur de ce mouvement. Vous avez dit l'émergence de quoi il était. Est-ce que vous avez écouté l'un et l'autre l'allocution présidentielle? Est-ce qu'elle est, pour vous, hors du temps ou est-ce qu'elle est vraiment dans le contexte? Le président, quand il parle, est un peu comme le bras de son téléprompteur. Ça n'a pas d'émotion, c'est très bien fait, c'est un bon devoir de Sciences Po, un excellent devoir de l'ENA, mais ça vit pas, il n'y a pas la vie. Et il y a un certain
je dirais, mépris qu'il éprouve au fond de lui-même, parce qu'il ne sait pas, c'est une sorte d'enfant. On a dit que c'est malheur à la ville dont le prince est un enfant. C'est un enfant, et un enfant qui a pas eu d'expérience dans le monde du travail vrai, dans le monde de la vérité. Vous voyez ces gilets jaunes. On dit oui, ce sont des gens qui sont les classes moyennes défavorisées. Mais tous viennent généralement de milieux ouvriers ou de milieux, disons, artisans en particulier. Et il y a cette base historique. Et ils essayent de retrouver quelque chose auquel leurs parents ont cru. Retrouver une dignité pour eux. Ça, c'est très important, je pense, à comprendre. Et l'autre chose, Macron, quand il dit dans sa lettre aux Français, « Nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, je la lis, poursuivre les baisses d'impôts sans baisser le niveau global de notre dépense publique. » C'est faux. Regardez la France en 1945, et ça, nous le disons aux Gilets jaunes. En 1945, la France n'a pas d'épargne, elle n'a pas. Les Allemands, ils ont pillé les trésors de famille, les bijoux de famille, comme on dit, et on n'a pas non plus la possibilité d'avoir l'impôt, il n'y a pas de base pour l'impôt. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du crédit. Et on fait du crédit public, productif. Et on développe la France, et c'est la reconstruction. Aujourd'hui, on a privé de ça, le pays. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et nous disons, les Gilets jaunes réclament un référendum d'initiative citoyenne. Très bien, un vrai, très bien. Mais parce que si un texte doit être fait, les représentés doivent y participer, pas seulement les représentants. Donc, mais il faut le brancher sur quelque chose qui soit juste, qui porte au fond du problème. Et nous disons, le peuple doit retrouver le contrôle de son argent. Ça veut dire une banque nationale et le crédit national public. Et là, on arrive tout de suite, c'est bloqué. En Europe, c'est pas possible. Et on trouve l'ensemble des problèmes en dévidant le fil de la pelote. On trouve l'ensemble des problèmes. Et les Gilets jaunes commencent à poncer. Et c'est ça qu'on a peur dans les couloirs de l'Élysée, du pouvoir, des partis politiques. C'est qu'ils se mettent à poncer. Alors, justement, vous donnez une arme, là. C'est cette fameuse Banque nationale dont vous avez d'ailleurs beaucoup parlé pendant la présidentielle. C'est ça la solution? C'est ça la porte de sortie? C'est pas la solution magique, mais c'est quelque chose d'essentiel. Parce que ça permet de remettre l'argent là où il doit être. C'est-à-dire là où il n'y a pas l'accès. Les Gilets jaunes souffrent de ne pas avoir cet accès au logement, à l'emploi, à l'éducation, à tout ce qui concerne la vie. Et au contraire de cela, on leur fait une véritable arnaque. Regardez, il y a beaucoup de retraités qui ont beaucoup de courage sortir par ce froid et dans le temps où nous sommes aujourd'hui. Parce que ces retraités se disent, voilà, de toute façon, la CSG, on nous a dit qu'on retire l'augmentation, mais c'est comme je te donne quelque chose, je te enlève quelque chose, puis je te le redonne. Bon, c'est pas grand-chose, c'est, au contraire, c'est une arnaque. Et puis en plus, il y a ce gel à 0,3% des pensions et des avantages sociaux. Donc c'est un gel à hausse de 0,3%, alors qu'il y a une inflation de l'ordre de 2%. Donc ces gens-là disent, on se moque de nous. Et ils n'aiment pas, par-dessus tout, cette hypocrisie. Ils ont découvert l'hypocrisie. Et ils ont découvert la violence policière. Les lanceurs de balles de défense, qui ne sont souvent pas tirés comme ils devraient être, et en plus il ne devrait pas y en avoir, ce n'est pas une arme républicaine contre les manifestations. Ils découvrent qu'on veut interdire de manifestation certains d'entre eux. Ils découvrent les lanceurs de grenades, les grenades lacrymogènes instantanées, et ils découvrent leurs blessés. Il y en a eu une centaine de blessés graves. Et même le gouvernement reconnaît qu'il y en a eu 1500. 1500 parmi les manifestants et 10 000 parmi les policiers. Ça, les blessés légers. Donc on découvre une violence, ils découvrent une violence. Vous voulez parler d'une répression brutale, un maintien de l'ordre hors norme? C'est une répression beaucoup plus brutale, par exemple, que ce qu'on a vu en mai 68. C'est beaucoup plus brutal, et même les gendarmes à l'intérieur de la France, les gendarmes qui vont boire le café avec les gilets jaunes, disent non, on n'est pas d'accord avec ça. Il y en a même qui disent, après mes heures de service, je vais en mon costume ou mon jean, je vais voir les gilets jaunes sur leur rond-point. Donc, et discuter avec eux. Donc, il y a quelque chose qui se crée, c'est un ferment, ça se crée peu à peu. C'est contradictoire, c'est difficile. Alors, évidemment, vous avez toute la presse, je l'ai ici,
qui vous dira, d'une part, ces gens-là, voilà, et ils ont des idées qui sont des idées dangereuses, il y a des dérives d'extrême droite, jaune, rouge, brun, qu'est-ce qu'ils disent encore? J'ai les choses ici. L'influence de la nébuleuse complotiste, etc. Ça, c'est rien, c'est une marge qui essaye, en effet, de créer du désordre. Il y a des provocations du côté de la police aussi. Donc, on essaye de créer cet environnement. Ils sont violents, donc il faut s'en éloigner. Mais c'est absolument faux. Moi, je les ai vus sur place. J'ai discuté avec eux à Gien, dans la Loire, en Bretagne. D'autres militants ont discuté avec eux dans le sud-est, dans le sud-ouest. Ces gens-là sont les gens qui ont souffert dans leur dignité, ils souffrent d'une oppression et veulent la justice. Leur expression, c'est la justice sociale. Et si on fait quelque chose qui permet à cette justice de s'exercer, c'est-à-dire que le crédit anticipe sur un monde plus juste, plus vrai, meilleur, ce qu'on appelait un pari sur l'avenir, disons, dans les années 50 et 60. Alors on dit c'est impossible, on ne peut pas revenir à ça, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et Macron vous dira, il n'y a que les impôts, il n'y a que l'épargne, et il n'y a que vendre les aéroports de Paris, par exemple. Non, non, non. Il faut un crédit public qui anticipe. Et ça, c'est possible si l'État exerce sa souveraineté. Et c'est ce que nous leur disons, le peuple doit être souverain et l'État doit être souverain. Et s'il exerce sa souveraineté, il a un crédit avec sa monnaie pour développer le pays. Et ça, c'est ce que l'Europe aujourd'hui interdit. Moi, je ne suis pas contre l'Europe, nécessairement, parce que c'est supranational, si, c'est déjà une bonne raison. Mais une raison bien plus grande, c'est de dire c'est une Europe qui prend les gens les pieds et poings liés et les livre au monopole financier et les livre au marché international, les livre à ce que nous appelons la dictature financière anglo-américaine. C'est ce qui se passe, de fait, à travers l'euro, qui est la monnaie pour ça. Alors toute cette affaire des Gilets jaunes repose les problèmes en profondeur de l'économie et du pays et aussi de l'identité de la France, la vraie. Ce qu'elle devrait être, une république avec un pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et nous disons il faut une banque du peuple, par le peuple, pour le peuple, où les représentants du peuple sont représentés dans son conseil d'administration. Sans ça, il n'y a pas de république. Lorsqu'Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence économique et sociale, vous dites quoi? Il dit une chose qu'il ne fait pas. Il a dit que le capitalisme financier mondialisé, c'était terminé. C'est complètement faux. Il en est le représentant. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Hier, lundi à Versailles, il a reçu tous les grands patrons du monde, tous les financiers du monde. General Electric, avec la complicité de Madame Guémard, a capté tout ce qui était le côté essentiel d'Alstom pour à la fois tout ce qui est le côté électricité, le côté qui est nécessaire, les pièces nécessaires à nos sous-marins nucléaires lanceurs d'attaque. On a livré le ministère de la Défense à Microsoft. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de souveraineté si on pratique cette politique-là. Et Macron vient nous dire après, l'état d'urgence. L'état d'urgence, non. On a décrété avant l'état de passoire par rapport à cet intérêt-là. Il y a un grand débat national aujourd'hui. Est-ce qu'il est pipé? Est-ce un grand foutoir? Est-ce une réponse utile aux revendications? Comment l'un et l'autre, vous le voyez, ce grand débat national? Le grand débat, quand on est sur le terrain, pour l'instant, c'est considéré énormément comme un grand enfumage, un grand blabla, puisque M. Macron va voir non pas les Gilets jaunes ou leurs représentants, mais les maires. On l'a même vu arriver en catimini dans une mairie la semaine dernière, sans même avoir prévenu le maire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de Gilets jaunes qui le surprennent au coin de la rue. Donc on a, pour l'instant, dans la population, c'est vu comme un grand enfumage. D'ailleurs, les questions sont déjà toutes préparées. Dans la lettre de M. Macron, les questions sont toutes posées, donc le débat est encadré. Donc ça, les gens le critiquent beaucoup. Et comme disait Jacques, la question fondamentale, c'est rendez l'argent. Ce qu'on voit partout dans les manifestations, c'est rendez l'argent. Puisque sur la question de dire si on augmente les dépenses publiques, il faudra, si on baisse les impôts, il faudra augmenter les dépenses publiques. Les gens aujourd'hui savent, sur la question par exemple de l'évasion fiscale, qu'on estime en moyenne à 80 à 100 milliards, les gens sont au courant que l'argent a disparu de notre pays. Les gens sont au courant que les actionnaires des grandes entreprises françaises sont des gens comme BlackRock, des fonds financiers anglo-américains. Donc aujourd'hui, les gens savent que le problème n'est pas, si vous voulez, l'argent. L'argent, il y en a plein. Beaucoup de gens nous disent l'argent, il y en a
partout, on veut qu'on nous rende l'argent. Et cet argent, on peut le récupérer par cette Banque nationale. Et aujourd'hui, c'est pas un débat qui remplacera la reprise de contrôle de ces fuites de capitaux par le gouvernement. Ouais, et voit ce grand débat comme un cadre qui a été fait et où c'est le président qui dit ce qu'on doit faire et pas eux. Or, eux, ils veulent un référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Et ils veulent parler de ce qui les préoccupe. Alors, le président vous dira, oui, mais c'est ouvert, vous pouvez le faire. Ben non, il y a un autre problème. C'est la langue. Vous avez cette espèce de langue utilisée, qui est une espèce, j'appelle ça un patois technocratique administratif, qui est utilisé pour paralyser les gens qui, eux, parlent une langue différente. Et ça, j'ai vu quand j'étais en préfecture, il y a des années et des années, on recevait des vignerons, des agriculteurs à la préfecture du Var. Et ils arrivaient. Il y avait d'abord l'huissier chamarré avec les chaînes, puis on les faisait attendre dans une salle toute dorée, intimidante. Et ils arrivaient et le préfet s'adressait à eux comme ça, et eux étaient totalement intimidés. Ben, c'est ça qu'aujourd'hui on essaye de faire avec les Gilets jaunes, mais ils ne se laisseront pas intimider. Parce qu'ils ont appris que lorsqu'ils s'expriment et lorsqu'ils sont ensemble, ils ont un pouvoir. Alors évidemment que son faux pouvoir ne soit pas désorienté. Et certains essayent de le faire dégénérer dans l'antisémitisme, de le faire dégénérer contre les personnes. On met des guillotines pour guillotiner Macron, etc. Ça, c'est pas les Gilets jaunes. Ça, c'est une rage et une colère qu'on essaye de dévier de son courant légitime, qui est remettre en cause un État qui n'est pas l'État de droit, qui est un État qui opprime une partie de sa propre population, la plus grande partie, et refaire un État qui soit juste, qui soit conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour l'instant, peut servir à quelque chose, celle-là. Notre Constitution, le préambule de notre Constitution, et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, et je dirais en plus, la Déclaration de Philadelphie, qui dit que le travail n'est pas une marchandise, ne doit être jamais considéré comme une marchandise. Donc, on a tout ça, tous ces textes de référence qu'on a signés, qu'on a ratifiés, qu'on viole. Alors, les gens disent non, il y en a assez. Les mouvements, les mobilisations pour vous, tous les deux, sont justifiées. Comment ça va se terminer, tout ça? Ben, je ne sais pas comment ça va se terminer. On ne sait jamais. Dans un mouvement social de cette nature, on ne sait jamais. Ça dépend qui l'alimente. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'orienter vers un sens de justice sociale, d'avenir et de service des générations futures. J'étais, par exemple, dans une ville de province où j'ai discuté pendant 3 heures ou 4 heures avec eux. Et à la fin, ils disent « On vous remercie parce que vous nous apportez des éclairages, vous nous apportez des références sur des choses qu'on n'arrivait pas à suivre où ça allait. Maintenant, on comprend d'où ça nous tombe dessus. Et on va faire quelque chose. » Donc, ils commencent à s'intéresser aux questions économiques et financières et à ce qu'on fait avec l'argent et ce qu'on peut faire avec. Et ils voient bien, par exemple, dans l'éducation, que leurs enfants, aujourd'hui, sont défavorisés dans l'enseignement public. Parce que, d'abord, et ça c'est très intéressant, les stylos rouges aussi, qui vont dans le même sens. Aujourd'hui, vous êtes un enseignant, vous rentrez, 1,2 SMIC. Il y a 40 ans, c'était 2 SMIC. Donc le pouvoir d'achat a baissé terriblement, d'où les enseignants sont déconsidérés. Et en plus, les bonnes familles, les familles informées, les familles riches, voient tous leurs enfants dans le privé. Donc les Gilets jaunes voient ça et disent non, c'est pas possible. Et on leur explique pourquoi et comment ça se passe. Et alors là, ils deviennent très intéressés parce qu'ils disent ça peut se passer autrement, il n'y a pas de fatalité. Et je dirais qu'il y a... Il y a aussi ce qui alimente ce mouvement, parce que ce que je disais au début, c'est que les gens sont extrêmement déterminés. Beaucoup disent on lâchera pas. Maintenant, on veut aller jusqu'à un changement de système. Et je dirais que chaque jour apporte son lot de légitimité à ce mouvement. On a eu d'abord le salaire de Chantal Joanneau qui a choqué les gens en parlent beaucoup. Ensuite, on a la publication des dividendes des actionnaires, 56 milliards qui vont dans les poches des actionnaires ultra riches. Et hier et ce matin, le rapport d'Oxfam et d'Attaque qui nous explique que 23 personnes cette année possèdent autant que 26 dont 2 Français que je citerai ici, Françoise Bettencourt et Monsieur Arnaud, qui gagnent autant que la moitié de la planète. C'est-à-dire que plus ce mouvement, je dirais, renforce sa détermination, plus la réalité du système dans lequel on a vécu depuis 40-30 ans montre ses limites, et ses extravagances. Donc on a un mouvement qui n'est pour moi pas prêt de s'arrêter, qui est en train d'essayer de s'organiser. D'ailleurs, beaucoup de maisons du peuple, des maires donnent des maisons dans leur ville pour que les Gilets jaunes puissent se réunir, organiser des débats. Le maire de Cambrai a donné un terrain complet aux Gilets jaunes, par exemple, pour qu'ils puissent organiser leurs réunions.
Donc on voit qu'il y a de plus en plus même un soutien des maires. On l'a vu d'ailleurs, même si ça peut filtrer dans les médias, les réactions des maires face à Macron qui ont été extrêmement virulentes, parce que les maires sont les gens qui sont au premier rang face à cette détresse et cette misère scandaleuse qu'il y a dans notre pays, en particulièrement en milieu rural. Donc aujourd'hui, les maires également sont, on dirait, motivés pour accompagner ce mouvement et faire que vraiment il y ait un changement dans ce pays, un changement cette fois de fond. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est celui fondamental de la répartition des richesses. On va conclure comme ça. Et de la production. Alors, je cite Laurent Geoffrin qui disait dans un bel éditorial, il y a des choses bien dans les Gilets jaunes, il y a de l'exigence, mais ça va trop loin, mais ça va déraper. Et il ajoutait, on épargne la vraie classe dirigeante, celle qui domine l'économie. Mais maintenant, en partie avec ce que nous leur donnons et ce que nous leur expliquons, ils n'épargnent plus cette vraie classe dirigeante. Et c'est eux qui sont responsables. Et on peut faire un autre système, sans violence physique vis-à-vis des personnes, mais en considérant les idées, et en faisant que ces idées guident un pays conformément à ce qu'a fait la base de la République, liberté, égalité, fraternité, et nos textes constitutionnels. Voilà, et ça, c'est le référendum d'initiative citoyenne, lié à une banque nationale et à du crédit public productif qui finance ce qu'il faut, et pas ce que veulent les marchés financiers internationaux, depuis Londres, Wall Street et leurs collabos en France. Jacques Cheminade, Sébastien Pirimoni, merci d'avoir été avec nous.